Alain, il est où? Viens. Notre cher Alain, il est là. Viens pas trop loin de nous. On serait pas totalement là sans toi. Tu es sans prêt? la LPO, Oh, c'est sûr, sans toi. Mets-toi là, là. Mets-toi là. Alors. Je vous en prie. La raison de votre visite, tout d'abord, en quelques mots, s'il vous plaît. La raison de notre visite, c'est qu'on est sur un site emblématique depuis plus d'un siècle, puisque vous savez que ici, en 1912, à la fin d'un mois d'août, aussi, la décision a été prise par un préfet d'interdire la chasse aux macareux, de faire en sorte qu'il y ait des premiers dispositifs de protection. Et on est à la fois aux origines des réserves de préservation sur notre territoire et aux origines de la LPO, de manière double. En 1976, l'État a fait en sorte de lui donner ce caractère de réserve naturelle nationale, et la venue très concrète de notre visite, c'est que des 280 hectares qui existaient en termes de zones de réserve naturelle, nous sommes passés à près de 20 000 hectares à la suite d'arrêtés ministériels signés avec le ministère de la Mer et le ministère de la Transition écologique. Cette réserve naturelle et cette extension s'inscrit dans plusieurs éléments. D'abord, une vraie logique sur le plan international, en corrélation avec les engagements qui ont été pris au moment de la COP15, avec les politiques européennes, d'étendre les zones protégées dans notre pays, en particulier les zones de protection fortes. Et de ce point de vue, ce que nous allons aller voir autour de la zone de quiétude de l'île du Rouzic s'inscrit pleinement là-dedans. Ensuite, avec une logique de préservation de la biodiversité au moment où, avec Sarah El Haïry, c'est la stratégie nationale de biodiversité qui va être rendue publique, qui va faire l'objet de financement comme jamais, et qui en particulier vise à préserver un site qui est majeur à plein d'égards. 1000 espèces marines, 160 espèces de poissons, 11% des oiseaux marins nicheurs qui sont présents ici, et évidemment les emblématiques footbassans et macaremoines pour lesquels nous savons l'importance d'avoir des politiques de préservation de manière spécifique. C'est donc tout ça qu'on est venu valoriser, à la fois un engagement, celui de la LPO qui va continuer à faire en sorte de gérer ce site, celui d'un territoire, le Trégor au sens large, dont on sait l'attachement à la nature et à l'ensemble de ses équilibres, celui des bénévoles, des militants qui préservent ces espèces qui sont directement menacées en rattachant ça à une stratégie nationale et à des engagements internationaux. Dans les Côtes-d'Armor, il y a une autre réserve naturelle, c'est celle de la baie de Saint-Brieuc. L'État a été condamné pour le préjudice écologique lié aux marées vertes dans cette réserve et à prendre des mesures sous 4 mois, c'était en juillet. Est-ce que l'État va respecter cette décision et qu'est-ce qui va être fait ? La réponse est de votre question. Vous avez dit que c'était effectivement une décision du tribunal administratif qui date du milieu du mois de juillet. On est un mois après. Le ministère est en train de regarder. Vous savez que cette volonté de lutter contre globalement la prolifération des algues vertes, l'ensemble de ses conséquences, elle existe. On est plutôt sur des tendances au cours de ces dernières années qui sont moins négatives que celles qu'on a pu connaître par le passé. Ce sont évidemment des sujets qu'on prend très au sérieux et sur lesquels on se mobilise, mais je ne peux pas vous répondre de manière spécifique sur la suite qui sera donnée à cette décision du tribunal administratif, puisqu'elle fait l'objet d'un examen croisé entre les différents ministères. En revanche, qu'elle nous rappelle qu'on a la nécessité d'agir et d'agir davantage, on n'a pas attendu cette décision pour le faire, et c'est précisément ce que nous faisons depuis quelques années. Il me semble qu'il y a un rebond de la présence d'algues vertes, en particulier dans les Côtes-d'Armor cette saison. Écoutez, pour le moment, ce ne sont pas les éléments que j'ai. Vous savez qu'il y a une corrélation assez forte entre la météo et en particulier le taux de pluviométrie et la réalité d'une partie de cette prolifération. Ensuite, je me méfie des chiffres parce qu'entre les chiffres qui consistent à regarder ce qu'on a évacué et les chiffres qui consistent à regarder ce qu'on peut constater, il peut y avoir des écarts, donc je ne me prête pas en... Non, c'est les survols du CEVA en fait. À ce stade, vous avez votre réponse. Pour passer de 4 à 10% de zones de protection forte, est-ce qu'il va falloir interdire des activités ou on va juste labelliser ce qui existe déjà ? Est-ce qu'il va falloir interdire parfois la pêche ? Vous avez posé les choses là où il faut. Les engagements internationaux de notre pays, c'est préserver 30% des terres et 30% des mers, et c'est 10% de zones de protection forte. Et on voit qu'il y a un grand consensus sur l'objectif, mais qu'il y a parfois des discussions sur c'est quoi une protection forte. Et autant sur les 30% de préservation, on y est, d'un point de vue facial, autant sur les 10% de protection forte, nous ne sommes qu'à 4,2%. Cette extension de la réserve des 7 îles, cette multiplication
très importante, hein. On passe de 300 à près de 20 000 hectares, donc ça permet d'avoir une idée. Elle s'inscrit résolument là-dedans et elle s'accompagne évidemment d'une restriction des activités humaines en fonction des secteurs sur lesquels on se trouve et en fonction de la réalité, avec la possibilité que ce soit évolutif. Et si je parle de façon très concrète de ce qui se passe ici, la zone qui a été délimitée de 1,3 km² au nord de l'île du Rouzic comme étant une zone de quiétude, sur laquelle effectivement les interdictions sont totales, on verra en fur et à mesure du temps, en fonction de l'évolution des populations que nous avons la responsabilité de préserver et qui sont aujourd'hui suivies par les associations, s'il y a matière d'étendre cette zone de quiétude ou pas. On est sur une approche qui est résolue, qui est pragmatique et qui se fait aussi par seuil, c'est-à-dire que on pose des bases, on pose des limites et ensuite on poursuit avec les acteurs de la même manière qu'il y a eu près de 30 réunions de concertation avant de décider de cette extension et de son périmètre. Il y aura évidemment un suivi qui se fera avec l'ensemble des parties prenantes. La préservation de la biodiversité, ça ne doit pas être l'angle mort de l'écologie. On a 1 million d'espèces qui sont menacées à l'échelle mondiale. Ce qui est vrai sur le plan mondial l'est dans notre pays. La réalité du macareux est sans doute de ce point de vue très emblématique, y compris en mesurant parfois avec humilité que tout n'est pas affaire que d'activités humaines et qu'il peut y avoir au travers de grippe aviaire, au travers d'épisodes de ce type aussi des dangers, mais notre responsabilité, on ne peut pas s'en détourner et donc ça suppose de rehausser notre niveau d'exigence. On le fait en termes de quantité, on le fera aussi, on a commencé à le faire en termes de qualité. Donc s'il le faut, parfois on interdira la pêche dans certains moments. Ça peut évidemment arriver. Et c'est l'enjeu, et c'est ce qu'a très bien dit le ministre Christophe Béchu, c'est tout l'enjeu à la fois de la planification écologique et de sa déclinaison qui est la planification maritime. Et ce qui a été fait là, il faut saluer vraiment le travail de la LPO, d'Alain Bougradt-Dubourg et tous les bénévoles et tous les acteurs et aussi des services de l'État qui depuis plus de 10 ans travaillent en lien avec les acteurs du tourisme, avec les acteurs locaux, avec les élus locaux. Il y a ici Éric Botorel, le député de la circonscription qui aussi s'est impliqué sur ce sujet-là et travaille avec les pêcheurs également. Et c'est pour ça qu'on va faire évoluer la gouvernance aussi de ce site avec à la fois dans le comité scientifique des scientifiques de l'Ifremer, du Muséum d'histoire naturelle pour étendre au fond l'expertise et accélérer la déclinaison dans nos territoires de ce que nous disent les scientifiques et également étendre ce comité consultatif avec une gouvernance, avec une commission pêche, avec une commission tourisme pour dire très simplement que pour protéger la biodiversité, on a besoin de tout le monde, que pour faire évoluer un certain nombre de pratiques, on le fait avec les acteurs. Et donc dans la planification maritime que nous devons mener, que la Première ministre m'a demandé de mener et que Christophe Béchu et Sarah El Haïry mènent aussi sur le cadre de la planification écologique, on a 3 impératifs. Faire en sorte de renforcer la biodiversité partout avec nos engagements internationaux, est en capacité d'avoir un aménagement du territoire et de développer des activités qui existent et qui continueront à persister comme le tourisme, comme des activités aussi de pêche parce que c'est essentiel pour la souveraineté alimentaire et bien évidemment aussi, on est ici dans un territoire qu'il connaît bien, l'enjeu de la souveraineté énergétique avec l'enjeu des éoliennes en mer et c'est dans ce cadre-là, avec cette méthode, cette concertation qu'on arrivera à tenir tous les bouts de la chaîne, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, protection de la biodiversité et protection des espaces naturels. Et je le dis aussi parce que c'est important, quand on parle notamment des questions de pêche, on parle souvent des poissons, du stock, mais il faut parler aussi beaucoup des habitats. Et donc l'un des enjeux aussi de la stratégie qui est devant nous, de la planification en mer, c'est d'arriver à renforcer beaucoup plus fortement la protection des habitats, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à protéger la ressource. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une dernière question, est-ce que l'OFB a suffisamment de moyens en Bretagne pour mener ces missions? En tout cas, depuis notre arrivée, Oui. ils n'ont pas cessé d'augmenter et vous le verrez encore dans quelques semaines. Je te laisse les suivre. D'accord.